Bonjour, je m'appelle Yves Wallenbach, je suis médecin dans le département de médecine interne de la Pitié-Salpêtrière et d'immunologie clinique et avec une expertise sur le muscle inflammatoire et les pathologies auto-immunes musculaires acquises en particulier. Aujourd'hui, on va parler des myopathies induites par l'immunothérapie, qui a un intérêt grandissant dans le champ de la cancérologie, mais aussi dans le champ de la médecine interne. Car en tant qu'interniste ou rhumatologue, on doit savoir reconnaître cette entité, puisque l'immunothérapie est prescrite très largement aujourd'hui, que c'est une révolution thérapeutique et que cet effet secondaire, même s'il est rare, engage le pronostic vital des patients et doit savoir être reconnu par les internistes et être pris en charge. Alors, l'immunothérapie, c'est clairement une révolution dans le champ de la cancérologie. Alors, manier l'immunité pour traiter le cancer, finalement, c'est pas très nouveau, puisque ça fait déjà plus d'un siècle qu'il y avait des expériences thérapeutiques qui témoignaient de l'importance du système immunitaire pour contrôler la maladie tumorale. Ça a été notamment montré par un médecin américain, le Dr Collet, qui en 1860 utilisait en fait une toxine issue d'une bactérie pour traiter des cancers de la face. Notamment, vous voyez ici sur ces photos des patients qui, après une injection loco-régionale de cette toxine, ont une amélioration de la masse tumorale loco-régionale. Comme vous savez, depuis une cinquantaine d'années, on utilise le système immunitaire pour traiter le cancer, alors soit avec l'intérêt de la BCG-thérapie, notamment avec encore de rares places pour le cancer de la vessie. Et puis dans les années 80 et les années 2000, l'utilisation de certaines cytokines, notamment pour traiter des hémopathies. Et puis ça émerge plus clairement avec l'apparition des anticorps monoclonaux pour traiter, au début des années 2000, certaines maladies tumorales. En fait, le grand bouleversement thérapeutique dans l'ère de l'immunothérapie antitumorale repose sur ce type d'expérience qui, menée il y a une quarantaine d'années, sont fondatrices pour montrer l'importance du système immunitaire pour le contrôle de la maladie tumorale. Et en particulier, dans cette expérience, on montre quand on greffe une lignée cellulaire tumorale à une souris, eh bien, on voit croître la maladie tumorale sur le dos de l'animal. Et puis, si vous venez après réséquer cette tumeur, l'animal est donc en rémission complète. Et que cet animal guéri en rémission complète, vous utilisez la même lignée tumorale pour la greffer à nouveau. Cette fois-ci, vous n'observerez plus de pousse tumorale, montrant ainsi que le système immunitaire adaptatif a un rôle déterminant. Et ça, c'est étayé par le fait qu'on peut voir que la lignée tumorale a conservé ses propriétés de prolifération, que ce n'est pas lié à un épuisement de la capacité proliférative de la tumeur, puisque cette même tumeur proposée et greffée à d'autres souris naïves conserve des capacités de croissance. Et donc il va falloir en fait une quarantaine d'années aux médecins pour essayer de comprendre comment on peut manipuler le système immunitaire pour pouvoir reproduire ce type d'observation, notamment chez l'homme. Et il a fallu découvrir les points de contrôle du système immunitaire. Par exemple, le point de contrôle CTLA4 qui, en son absence dans des animaux KO, montre leur importance d'une part pour le contrôle de la prolifération lymphocytaire, puisque ces animaux dépourvus de CTLA4 en fait, ont une prolifération lymphocytaire majeure avec des organes lymphoïdes, des organomégalies. Et puis, ces points de contrôle sont aussi fondamentaux pour contrôler les cellules autoréactives qu'on a naturellement, et la souris aussi, puisque ces animaux déficients en CTLA4 présentent des maladies auto-immunes tissulaires, ici notamment le cœur ou le poumon. Puis donc il y a d'autres points de contrôle qui ont été découverts dans le début des années 90 ou la fin des années 90 avec la voie PD1, PDL1, et les animaux dépourvus de ces axes de contrôle lymphocytaire développent les mêmes anomalies qu'on l'a exposées à l'instant avec le CTLA4. Donc le grand bouleversement et l'innovation en fait de certains médecins était de s'intéresser à ces voies de modulation, non pas pour la tolérance et l'auto-immunité, mais plutôt pour la cancérologie. Et donc ils sont revenus à ces animaux dépourvus de points de contrôle, ici PD1, pour reproduire l'expérience de Klein qu'on a montré tout à l'heure dans les années 80. Et cette fois-ci, les animaux qui reçoivent des tumeurs, qui sont dépourvus de PD1, ont une activation majeure du système immunitaire qui permet de contrôler ou de réduire de façon majeure la production, le développement de la maladie tumorale de manière très significative par rapport aux animaux qui ont encore l'expression de PD1.
Et donc l'étape qui a suivi, c'était de reproduire cette expérience chez un animal dit sauvage, wild type, où il n'y a pas de déficience en PD1, mais pour mimer le déficit en PD1, un anticorps monoclonal PD1 spécifique est utilisé et permet d'avoir les mêmes résultats. Et donc cette expérience-là sera clé pour pouvoir développer des anticorps monoclonaux qui ciblent ces points de contrôle de cellules immunitaires, avec un premier essai dans le New England il y a maintenant une dizaine d'années, qui a pu montrer que chez des patients qui avaient des maladies tumorales avancées, au-delà de toute ressources thérapeutiques avec les traitements conventionnels d'alors, eh bien on voit que les patients exposés à ces anti-checkpoint inhibiteurs, là, le CTLA4 en l'espèce, eh bien on observe une amélioration de la survie de ces patients. Et là débute alors l'odyssée de l'immunothérapie avec principalement des anticorps monoclonaux qui vont cibler soit l'axe PD1, PDL1, soit l'axe CTLA4. Il y a plusieurs drogues, plusieurs anticorps qui visent soit PD1, soit PDL1, soit CTLA4 et qui ont aujourd'hui des AMM très nombreuses dans principalement des maladies tumorales métastatiques. Ces indications sont le reflet en fait d'un nombre d'essais thérapeutiques absolument faramineux dans le monde, et puis d'autres encore en cours. Cette diapositive doit être mise à jour puisqu'il y a d'autres traitements et d'autres points de contrôle de l'immunité qui sont visés et en cours de développement avec des nouvelles indications dans l'immunothérapie antitumorale. Non seulement pour des maladies tumorales avancées, mais aussi maintenant pour des traitements adjuvants, si bien qu'aujourd'hui il y a déjà plus de 40% des patients qui ont des maladies tumorales qui reçoivent ce type de traitement, et puis très prochainement plus de 50%. Donc on l'a vu, il y a l'axe PD1, PDL1 qui est un des axes de points de contrôle, mais il y a aussi l'axe TLA4 et puis d'autres points de contrôle, puisqu'il n'y en a pas que deux, qui sont en cours de développement. Des thérapies ciblées sont en cours de développement pour cibler ces nouvelles approches thérapeutiques. Alors, le revers de la médaille de ce traitement, en fait, c'est la toxicité. C'est un peu comme chez le petit animal qui développe des maladies auto-immunes. Expérimentalement, on induit en fait des maladies auto-immunes, puisqu'au finalement, on va bloquer les freins du système immunitaire, notamment ceux qui permettent de contrôler les cellules immunitaires autoréactives du soi, qui sont existantes et non pathogènes. Et en fait, on libère leur pathogénicité en utilisant ces anticorps monoclonaux, si bien que 40 à 80% des patients vont développer ce type d'effet. Et ce type d'effet, la fréquence et la sévérité va dépendre du type de thérapeutique que vous utilisez en immunothérapie dans le traitement de votre cancer et de l'association. Et au final, il y a un coût de morbidité important, même très important, mais aussi de mortalité, puisqu'on estime que 1% des patients vont développer des complications mortelles liées à ce type d'approche thérapeutique. Alors on a vu que tous les organes pouvaient être atteints, et au sein de ces organes, le muscle et le muscle cardiaque en général, la myotoxicité est un des organes les plus préoccupants puisqu'il a une mortalité qui est importante. Cette toxicité musculaire, en fait, est heureusement peu fréquente, touche à peu près 0,5% des patients traités. Alors ça paraît peu, mais quand on estime la fréquence du cancer en France, qu'on estime la fréquence des patients qui vont recevoir des traitements, donc 1 sur 2, eh bien si on rapporte ces fréquences à celle de la survenue de toxicité musculaire estimée, eh bien on a une fréquence qui est comparable à celle des myopathies auto-immunes spontanées. Dans le champ de la rhumatologie, c'est 5 à 8% des patients qui vont développer des effets toxiques de l'immunothérapie qui auront des effets secondaires rhumatologiques. Alors ces effets rhumatologiques, quels sont-ils? Donc ça, c'est un travail qui a été mené par Céline Anctil à partir de bases de pharmacovigilance internationale, qui a simplement repris en fait toutes les maladies auto-immunes rhumatologiques et les maladies non auto-immunes rhumatologiques pour regarder dans ces bases d'effets secondaires s'il y avait ces effets indésirables, s'il y avait une augmentation de proportion de certaines maladies, de certains effets indésirables par rapport à d'autres médicaments qui n'étaient pas l'immunothérapie. Et cette étude a permis de montrer que le champ ou le spectre de la toxicité liée à l'immunothérapie dans le monde de la rhumatologie était restreint à la PPR, à la sarcoïdose, au gougerot, au myosite, à certaines connectivites, aux arthrites et à la sclérodermie, en tout cas de manière statistique, mais notamment vous voyez qu'il n'y avait pas le lupus qui était associé.
Et quand on a regardé quels étaient les effets secondaires les plus prévalents, de très loin c'était les arthrites, et juste après il y avait les myosites. Les autres effets secondaires suscités étaient finalement quand même très rares, eu égard à la fréquence d'utilisation de ces traitements par immunothérapie, encore une fois dans le champ de la rhumatologie médecine interne. Quand on regarde si un effet secondaire est plus prévalent qu'un autre selon la drogue utilisée, PD1, PDL1 ou CTLA4, ce qu'on observe c'est que les myosites sont plus fréquemment observés à l'occasion de l'utilisation de PD1 ou PDL1 par rapport à l'utilisation de CTLA4 en monothérapie, mais l'association des deux augmente encore plus le risque que d'avoir uniquement un médicament qui cible PD1 ou PDL1. Alors, une autre façon de regarder la fréquence de cet effet secondaire, c'est de s'adresser aux études et de regarder ce qu'ont produit comme papier les neurologues qui ont fait ce même type de travail et qui nous apprennent que dans le champ de la neurologie, puisque comme vous savez, le muscle est traité à la fois par les neurologues et par les rhumatologues, les neurologues nous apprennent que dans les effets secondaires neurologiques survenant à la faveur ou à la défaveur de l'immunothérapie, eh bien, c'est les effets secondaires périphériques neuromusculaires, musculaires ou myasthéniques qui sont de très loin les plus fréquents, et on va voir tout à l'heure que les syndromes myasthéniques sont probablement en fait la même entité que les myosites. Alors comment on peut reconnaître ces effets secondaires qui sont pas si rares que ça et très prévalents dans le champ de la rhumato et de la neurologie en termes de toxicité, pour pas dire les plus prévalents? Eh bien, en fait, c'est la population est celle des patients qui ont des cancers, donc des patients qui sont plutôt des hommes, âgés de plus de 70 ans. Et quand on essaie de savoir si le cancer sous-jacent peut prédire l'association avec une toxicité musculaire, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le dire. Et on sera peut-être, avec des études de plus grande ampleur, capable de mettre en évidence certains cancers. Mais aujourd'hui, on a plutôt le reflet de l'indication de l'immunothérapie comme association avec la survenue de la toxicité musculaire. Un des éléments qui est très intéressant et très prégnant, c'est que l'effet secondaire musculaire survient très précocement, puisque vous voyez ici sur des dispositifs que à peu près un patient sur 2 va développer des signes dès les premiers mois, les premières semaines, les 20 jours qui suivent la première injection, donc c'est très précoce. 1 ou 2 injections, la plupart des patients déclarent des symptômes s'ils doivent en avoir, et que le phénotype est très variable. Alors, les premières descriptions ont été celles qui étaient celles de patients qui étaient le plus sévèrement affectés et atteints par la maladie, et donc c'était des patients qui avaient des signes très sévères et qui associaient de façon très frappante des signes musculaires, déficit proximal, bilatéral et symétrique, avec une atteinte axiale, et surtout, très fréquemment dans les formes les plus sévères, des signes oculobulbaires avec une atteinte oculomotrice, une diplopie, un ptosis, des troubles de la déglutition, et enfin, parfois une atteinte respiratoire qui pouvait être au premier plan, comme on peut le voir chez ce patient. Et que quand on regarde le taux de CPK chez ces patients, on observe que le taux de CPK est significativement élevé, ce qui va contre l'hypothèse d'une myasthénie quand un patient a des signes oculomoteurs et bulbaires, qui sont, comme vous le savez, des signes oculaires et bulbaires, ou en tout cas oculaires, absents au cours des myosites spontanés. Aujourd'hui, finalement, avec du recul et avec des collaborations étroites avec les départements de cardiologie et d'oncologie qui regardent très précocement la toxicité, notamment cardiaque, par l'utilisation de biomarqueurs, avec des collaborations qu'on a aussi avec les cardio-oncologues de la Pitié-Salpêtrière, avec le docteur Joël Salem, eh bien, on peut voir que le spectre peut être parfois asymptomatique sur le plan de la toxicité, puisque certains patients ont uniquement des biomarqueurs élevés, parfois que des biomarqueurs cardiaques élevés, et la biopsie musculaire montrera qu'il existe une maladie musculaire inflammatoire qui est possible ou asymptomatique, et donc on peut avoir un spectre donc très large d'élévation isolée de biomarqueurs avec des patients asymptomatiques, à des patients en réanimation avec une défaillance hémodynamique sévère cardiaque qui justifie une ECMO jusqu'à la mort subite à la défaveur de troubles de la conduction notamment. Donc le spectre clinique est large, et puis sur l'histologie, en revanche, les signes sont assez caractéristiques et sont encore là très originaux, puisque si cliniquement la formule est peut-être très caractéristique et différente de celle des myosites spontanés, ben, l'histologie c'est la même chose, c'est qu'on a une formule qui est particulière, qui associe d'une part des
groupes de fibres en nécrose qui sont regroupées en foyers avec de la myophagocytose qui est associée. Donc ça, c'est un peu particulier et c'est une forme de nécrose qui est un peu différente de celle qu'on voit au cours des myopathies nécro-auto-immunes spontanées. Et ces groupes de nécrose sont associés aussi à des foyers inflammatoires qui sont constitués d'une part de macrophages, mais aussi d'infiltrats lymphocytaires T, CD4 et CD8 en particulier. Donc cette formule histologique définit vraiment un groupe très à part de la maladie et renvoie vraiment à l'existence d'une myopathie inflammatoire auto-immune. Pour autant, on retrouve dans la littérature des séries de myasthénie, induites par l'immunothérapie. Et j'attire votre attention sur ces séries. Et là, c'est une revue, puis il y en a une autre plus récente qui compile des données de la littérature, qui retrouve ces mêmes résultats que quand on prend des séries de myasthénie induites par l'immunothérapie et qu'on regarde le taux de CPK, vous voyez ici que quasiment tous ont des taux élevés de CPK, donc on ne peut pas conclure que ce soit des myasthénies isolées, alors qu'on parle de myasthénie reliée à l'immunothérapie, et que ça pose la question, tout au moins, de l'association à des myosites, car comme vous le savez, il n'y a pas d'atteinte musculaire au cours de la myasthénie, mais qu'une maladie de la jonction neuromusculaire sans élévation des CPK. Alors, la question de la myasthénie induite par l'immunothérapie et le chevauchement avec la myosite est soulevée non seulement par la présentation clinique oculomotrice, ou diaphragmatique, mais aussi par la présence fréquente de récepteurs à l'acétylcholine qui, dans le champ des myopathies auto-immunes favorisées ou induites par l'immunothérapie, est fréquent puisque c'est presque 20% des patients. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude-là, menée par un collègue américain, a montré que ces récepteurs, ces anticorps anti-RAC, étaient présents chez des patients qui avaient des myosites, documentés sur le plan histologique, et qui étaient présents aussi en amont, avant l'exposition à l'immunothérapie. Dans ce papier, l'auteur avait accès à un essai clinique de patients qui avaient un thymome qui était traité par immunothérapie, qu'un patient sur deux qui avait reçu l'immunothérapie pour le traitement du thymome développe une myosite documentée sur le plan histologique, que tous les patients qui ont développé dans le cadre du thymome, donc c'est une condition un peu particulière, une myosite, avaient des anti-RAC, qu'aucun des patients qui n'ont développé la myosite n'avait de RAC, et qu'encore une fois, quand on retourne aux patients RAC positifs qui ont la myosite, au sérum pré-exposition à l'immunothérapie, tous avaient des RAC avant l'exposition à l'immunothérapie, donc on ne peut pas conclure que l'immunothérapie favorise l'émergence des RAC, qui pourrait être un biomarqueur. On a pu avoir un accès à un registre à la base de données de la Sorbonne Université, qui héberge un service de référence pour les myopathies inflammatoires, mais aussi pour les myasthénies, et donc un recrutement très large de maladies neuromusculaires acquises, avec des centres de cancérologie en plus, et donc on a pu essayer de voir si parmi les patients référés à la Sorbonne Université, on pouvait détecter des myasthénies isolées à la faveur de l'immunothérapie, et en fait on a été incapable d'identifier chez aucun des patients de myasthénie isolée à la faveur de l'immunothérapie. On retrouve en revanche très fréquemment des patients qui ont des myosites, parmi eux régulièrement des patients ont des signes oculaires ou bulbaire ou respiratoire et la présence de RAC, et que les données nécropsiques malheureusement obtenues pour certains d'entre eux montrent que dans les muscles diaphragmatiques ou oculaires qu'on a pu analyser, il y avait un infiltrat inflammatoire qui témoignait donc que les lésions oculomotrices de certains patients pouvaient être expliquées par l'inflammation sans nécessairement justifier d'atteinte de la jonction neuromusculaire, que en électromyogramme, on n'a quasiment vu chez aucun patient, ou chez un patient notamment, qui avait une myasthénie qui était déjà connue auparavant, avant l'exposition à l'immunothérapie. Donc la myasthénie isolée, à la faveur de l'immunothérapie, n'est pas évidente, et aujourd'hui on a plus de signes de myosite pour expliquer les signes oculobulbaires que d'atteinte de la jonction neuromusculaire.
Alors le pronostic de cette maladie est probablement en train de changer, mais historiquement est très sévère. Et quand on compare la courbe de survie des patients qui ont des myasthénies, qui ont des myosites à la faveur de l'immunothérapie, comparée aux myosites spontanés à la population générale, donc c'est une courbe là que j'ai dessinée manuellement sur des courbes historiques. On voit qu'il y a une augmentation majeure de la mortalité chez ces patients qui ont une myotoxicité par rapport à la myopathie auto-immune spontanée. Alors cette courbe, je l'ai dessinée à partir de ce type de données, qui sont des registres qui ont été réanalysés, et que ces données montrent que dans le champ de la toxicité, quand on prend toutes les toxicités confondues, la myotoxicité squelettique et ou cardiaque a le taux de mortalité de loin le plus élevé par rapport aux autres types de toxicité, par exemple digestive ou respiratoire, avec un taux majeur qui varie, comme vous le voyez, de 20 à 60% selon l'association avec la myocardite. Alors, quand on connaît que la première cause de mortalité au cours des myopathies auto-immunes, c'est le cancer, notamment au cours des DM, on pourrait faire l'hypothèse que finalement, chez ces patients, la cause de mortalité, c'est la maladie tumorale. Et l'analyse de la cause de mortalité contredit cette hypothèse, puisque seulement un patient sur 4 va décéder de la progression tumorale alors qu'il a une maladie musculaire induite par l'immunothérapie, et que finalement c'est plutôt 3/4 des patients qui vont développer des complications létales liées à la myotoxicité. Alors, de quoi on meurt malheureusement quand on a une myotoxicité? C'est principalement en raison de l'atteinte cardiaque. Donc ça, c'est l'analyse d'un explant qui témoigne d'une part de certaines fibres en nécrose qui sont silhouettées par les flèches et de l'inflammation qui contourne ces fibres en nécrose. Et cette myocardite est une cause majeure de la mortalité. Et que ça, c'est clairement un point de vigilance qu'il faut avoir en tête au moment où on a cette suspicion de myotoxicité, c'est est-ce qu'il y a une atteinte cardiaque associée, si elle n'est pas inaugurale, puisque le signal de toxicité cardiaque est un des signaux les plus préoccupants au cours de la myotoxicité, qui a été mis en évidence il y a quelques années dans un New England par l'équipe de Javid Mosley, qui est maintenant à UCSF, et qui a conduit à des papiers avec, encore une fois, le docteur Joëly Salem, pour mettre en évidence que cet effet de myotoxicité cardiaque était prévalent, même s'il était peu fréquent, heureusement, et principalement associé à l'exposition du PD1 plus que CDLA4, comme c'est le cas pour la myotoxicité. Et en fait, on voit que c'est exactement la même population, c'est les mêmes délais de diagnostic, c'est les mêmes âges, c'est le même profil. Et l'association avec la myosite est rapportée ici dans 25% des cas. C'est des données issues de bases de données, de registres, et que dans notre expérience, l'association myocardite-myosite est quasiment de 200% si on fait des biopsies musculo-squelettiques quasiment systématiques. Donc cette myocardite est donc un objet d'association très prévalent qu'il faut donc détecter systématiquement, et que pour définir cette entité, on a en fait des critères cliniques qui sont des signes cliniques de myocardite, la douleur, la dyspnée, les palpitations, des signes d'insuffisance cardiaque, le syndrome d'atteinte d'insuffisance ventriculaire ou d'irritation myocardique, des biomarqueurs que vous connaissez bien, la tropoté, la tropoïde, des anomalies ECG, et puis finalement, ce qui va signer l'atteinte inflammatoire du cœur, c'est la biopsie myocardiaque qui fera le diagnostic de façon formelle et qui est un des critères diagnostiques nécessaires au diagnostic du myocardite, qui peut être supplémenté par l'IRM du myocarde. On va revenir très succinctement sur ces examens qui sont importants pour la stratégie de la prise en charge de la myotoxicité, parce qu'il ne faut pas méconnaître l'atteinte cardiaque. Le CG est donc très important et quasiment toujours anormal. Il faut savoir l'analyser très finement. Ça peut être des allongements isolés de l'espace QT, et donc on voit énormément d'anomalies, du BAV, aux troubles du rythme ventriculaire, des troubles de la conduction, des troubles de la repolarisation qui sont très fréquents, et certains de ces troubles sont
logiquement associé à la mortalité, le bloc de branche évidemment, les troubles du rythme ventriculaire, c'est assez logique, et aussi l'apparition du non-Q qui a été associé dans ce papier récent à la mortalité, toutes causes confondues sur le plan de l'électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme est fondamental, et puis, mais il n'est pas spécifique, et c'est plutôt l'IRM qui est un examen non invasif qui serait plus spécifique. Le problème, c'est qu'il est assez décevant, et que le message à retenir, c'est que si vous faites une IRM chez des patients chez qui vous suspectez une myocardite associée à la myotoxicité, notamment sur l'élévation des biomarqueurs myocardiaques, eh bien cette IRM est normale une fois sur deux, parce que la prise de contraste tardive, le LGE, Late Gadolinium Enhancement, ou des signes précoces avec l'œdème sont fréquemment absents, encore une fois sur deux, alors même que la myocardite est documentée sur le plan histologique, et que probablement ça renvoie à la limite de la sensibilité de l'examen, aux techniques utilisées. On peut améliorer la performance de l'examen avec des IRM plutôt quantitatives, avec le mapping, mais qui n'est pas utilisé en routine, et que probablement que les signaux sont tardifs par rapport aux signes histologiques sur l'examen, et que si on répète cette IRM très régulièrement, à ce moment-là, il se positive, mais on ne peut pas attendre plusieurs jours d'avoir un examen positif pour avoir un diagnostic au vu de l'enjeu et de l'urgence vitale. Donc le bilan cardiaque est très important et peut faire appel à des examens invasifs ou non invasifs. Et puis l'autre élément de pronostic et de gravité qui va induire la mortalité, c'est l'atteinte de la déglutition, les fausses routes, mais aussi la défaillance diaphragmatique, qu'il est difficile de mettre en évidence cliniquement et qui doit justifier une attention très particulière, car c'est des sujets âgés où la clinique est parfois trompeuse et que les signes d'hypoventilation alvéolaire sont difficiles, encore une fois, à détecter et doivent mettre en place, doivent justifier souvent des examens de FR notamment, ou des capnographies, et à tout le moins des gaz du sang le matin. Et on a pu, nous comme d'autres, identifier cette atteinte diaphragmatique sur maintenant, il y a quelques temps, sur des séries autopsiques de patients qui sont décédés malheureusement dans le service avant que cette atteinte diaphragmatique soit bien documentée. Et on voit ici sur cette autopsie une atteinte du diaphragme qui est absolument majeure, et elle se démasque souvent de façon retardée parce que les patients s'épuisent après la prise en charge efficace des patients, puisque le muscle diaphragmatique étant souvent détruit, le traitement ne permet pas de récupérer une force diaphragmatique rapide, et les patients donc s'épuisent même si le traitement est efficace. Le traitement étiologique. Donc le traitement, quel est-il? Eh bien, donc, il va dépendre de cette sévérité. Donc, soit l'atteinte est peu ou pas sévère et on pourra discuter un simple arrêt de l'immunothérapie, et ou l'adjonction de corticoïdes en fonction des symptômes. En revanche, quand il y a des signes de gravité, que sont les signes bulbaires, que sont les signes cardiaques et ou diaphragmatiques, il va falloir, au-delà des traitements symptomatiques, de support qui peuvent être de la ventilation non invasive, du support hémodynamique, discuter un traitement étiologique pour bloquer l'attaque auto-immune. Et puis là, c'est difficile de dire ce qu'il faut faire en l'absence d'études qui montrent la meilleure stratégie, qui valident la meilleure stratégie. On avait participé avec Olivier Lambotte et Marie Costine, qui avaient initié sous l'égide de l'ARD des recommandations en rhumatologie, réfléchi à des recommandations notamment pour la prise en charge des effets secondaires musculaires, et on discutait de différentes approches, nous et d'autres. Il y en a d'autres qui avaient discuté aussi sous l'égide de recommandations savantes américaines d'oncologie, différents traitements que je vous expose ici, les échanges plasmatiques qui en premier lieu, dans les formes les plus sévères, tout au moins avec l'idée de retirer l'anticorps monoclonal. En fait, ce que vous retirez, c'est l'anticorps monoclonal circulant. L'anticorps monoclonal fixé est fixé pour longtemps, et que probablement le bénéfice de cette approche d'échange plasmatique est discutable, puisque vous n'avez retiré que la fraction libre, l'essentiel est collé, et vous ne pourrez pas le déloger par les échanges plasmatiques.
Les IGIV ont été proposés aussi, mais pourraient avoir un effet limité, en tout cas dans les formes les plus sévères, c'est tout au moins notre expérience. Et puis après, il a été proposé des immunosuppresseurs type Cellcept notamment, mais ce médicament a probablement un délai d'action qui est beaucoup trop lent pour pouvoir être efficace rapidement chez ces patients qui ont une urgence vitale. Et ça renvoie un médicament d'activité plus importante et plus rapide comme inhibiteur des calcinurines. Toujours est-il que la corticothérapie dans les formes sévères est la pierre angulaire, notamment pour les atteintes du cœur, et ce papier montre que plus vous retardez le délai de l'introduction de ce médicament pour le pronostic cardiaque, plus le pronostic vital est engagé. Alors il faut essayer de préciser le mécanisme physiopathologique de ces patients pour essayer de trouver des traitements ciblés. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est probablement une maladie portée par les lymphocytes T, notamment les TCD8. On a des arguments indirects qui le suggèrent, puisqu'on peut retrouver des spécificités, des clonotypes sur des analyses de TCR, des lymphocytes T qui sont partagés entre le muscle cardiaque, le muscle squelettique et la tumeur, qui montrent donc des partages antigéniques peut-être, en tout cas de réponses T spécifiques communes entre la réponse antitumorale et l'effet toxique musculaire. Il y a des données qui montrent qu'on est même capable d'identifier certains antigènes partagés ubiquitaires entre la tumeur et des composants musculaires, squelettiques ou cardiaques. Et qu'on sait, on l'a vu dans l'histologique, le rôle des CD8 qui ont en fait une activité cytotoxique dans le muscle squelettique. Il y a des travaux qui ont été publiés avec des modèles animaux, des travaux qui ont été produits notamment par James Allison, qui est un des prix Nobel dans le cadre de l'immunothérapie maintenant il y a quelques années, qui a essayé de faire des modèles de myotoxicité, notamment cardiaque, et qui montre que en fait il faut invalider tout au moins, faire des doubles hétérozygotes, mais toujours invalider le CTLA4, en tout cas chez le petit animal, pour pouvoir faire apparaître une myocardite, et que l'invalidation isolée de PD1 ou PDL1 suffit pas à induire dans ce modèle-là la myocardite, et donc il montre l'importance de l'invalidation du checkpoint inhibitaire CTLA4 pour la survenue de la myocardite. Et que de fait, bloquer cette voie CTLA4 restaurer cette voie CTLA4 avec du CTLA4 IG, l'abatacept améliore la survie des animaux ou prévient le développement d'une myocardite dans ces modèles expérimentaux, montrant que l'abatacept ou le CTLA4 IG dans ces modèles expérimentaux a un intérêt. Donc la vision aujourd'hui, c'est que au moment de l'activation du T par la présentation de l'antigène avec une activation spécifique, ne peut se faire cette activation que si vous avez un premier signal activateur qui est l'engagement CD28, CD86. Et que dans un second temps, les checkpoint inhibiteurs, PD1, PDL1 ou CTLA4 vont venir contrôler cette activation dans un second temps. Ce qui a été proposé notamment par Joëlie Salem, qui est cardiologue à la Pitié-Salpêtrière, c'est qu'il a aussi une formation de pharmacologue et il a vu l'utilisation de l'abatacept comme un antidote de l'effet de l'immunothérapie en se fixant tout de suite sur le cosignal activateur CD80, CD86. Il empêche en fait l'activation du T et donc se place en amont de l'inhibition des checkpoints inhibiteurs et donc peut jouer un rôle un peu d'antidote alors que le patient développe un effet secondaire de l'immunothérapie PD1, PDL1. Et de fait, ça a été proposé pour un patient et qu'on a traité dans le service qui avait une forme très sévère de la maladie et surtout sur le cœur, parce que comme vous voyez sur ces images, on voit le taux de CPK qui diminue assez rapidement chez cette patiente alors qu'elle reçoit des corticoïdes, mais le taux de troponine, lui, ne s'améliore pas du tout et cette patiente commence à développer des troubles du rythme qui engagent le pronostic vital et que les échanges plasmatiques n'avaient pas permis d'améliorer cette patiente. Et c'est là où l'abatacept a été instauré et au décours assez proche
l'approche de la première illustration d'abatacept, on voit commencer à s'amorcer la décroissance de la troponine et on voit s'arrêter les événements cardiovasculaires rythmiques qui engageaient son pronostic vital et la patiente a pu retourner chez elle. On a eu aussi une expérience de ce type avec cette fois-ci une myocardite chez un patient qui avait un thymome, un patient qui était en réanimation, en ECMO, avec une défaillance cardiaque majeure et qui était au-delà de toute ressource thérapeutique et qui, sous corticoïdes, immunosuppresseurs, échange plasmatique, tirait pas de bénéfice d'aucun traitement. Et on a traité ce patient par l'association abatacept et de JAK inhibiteur sur un rationnel que je n'ai pas le temps de vous présenter puisqu'on a des données dans le laboratoire qui montrent que l'activation de la voie de JAK-STAT est impliquée avec un rôle important de l'interféron type 2 dans cette pathologie et que la conjonction de ces approches thérapeutiques a permis au patient d'être sevré de son ECMO et d'avoir une amélioration spectaculaire de cet effet myotoxique et de rentrer lui aussi chez lui. Donc sur le plan thérapeutique, on va y revenir, mais pour conclure, l'immunothérapie est une maladie, est un traitement qui est une révolution thérapeutique, mais qui fait survenir de nouvelles maladies, notamment musculaires, qui sont complètement induites et qui n'existaient pas auparavant et qui ne sont pas comparables aux maladies musculaires spontanées. Que dans cette immunotoxicité, la maladie musculaire est clairement la plus sévère et qu'il faut savoir la reconnaître, la diagnostiquer et que l'atteinte cardiaque est un des éléments pronostiques majeurs comme l'atteinte diaphragmatique. Que c'est une maladie qui est très T-dépendant avec un rôle probablement de l'interféron type 2 qui a un rôle déterminant et que la réponse thérapeutique doit être graduée et que lorsqu'il existe des effets secondaires qui engagent le pronostic vital, qu'il faut proposer des approches thérapeutiques complémentaires et que l'abatacept pourrait être une approche intéressante et qu'elle doit être validée au cours notamment d'essais thérapeutiques qui débuteront notamment prochainement à Sorbonne Université. Et puis après, il y a une question fondamentale qui est de savoir est-ce qu'on peut reprendre le traitement. Et donc ces travaux qui ont été menés par Olivier Lambotte avec d'autres qui nous apprennent qu'il est possible, c'est des travaux qui ne sont pas dédiés à la myotoxicité, mais qui nous apprennent qu'il est possible, lorsque l'effet secondaire n'est pas majeur, de reprendre l'immunothérapie, et en particulier quand c'est une immunothérapie PD1, PDL1, et bien qu'il est possible de reprendre ce traitement sans voir réapparaître systémiquement l'effet secondaire, et qu'en revanche, quand il y a une combothérapie, le risque d'effet secondaire, de recrudescence ou de réapparition de l'effet secondaire est plus important. Donc pour le muscle, si l'effet secondaire est peu sévère, ça peut se discuter de reprendre le traitement. Et pour le cœur, aujourd'hui, ça reste plutôt contre-indiqué de façon formelle, mais qu'il n'est pas impossible qu'à court terme ou à moyen terme, la progression de la détection précoce de l'effet secondaire cardiaque et la capacité que l'on a maintenant de les contrôler fasse revoir cette discussion, mais aujourd'hui, ça doit plutôt engager à une absence de reprise thérapeutique, mais que toutes ces discussions-là doivent être prises collégialement à l'occasion d'RCP, d'immunotoxicité et avec des avis experts. Et donc ça, je vous illustre, puisqu'on a assez peu de données sur l'absence de récidive. C'était des travaux qui ont été publiés par Baptiste Hervier et qui montraient qu'il était tout à fait possible, dans des formes peu sévères, de reprendre les traitements chez des patients qui avaient une toxicité musculaire qui était peu sévère, sans que la toxicité revienne. Donc ça renvoie à cette possibilité. Et encore une fois, il y a une discussion du rapport bénéfice-risque de cette stratégie de manière collégiale avec des internistes, des oncologues notamment. Alors, avant de conclure, qu'est-ce que nous dit la toxicité sur l'effet que l'on aura sur le contrôle de la progression tumorale? Donc on a des données qui commencent à émerger, donc des données rétrospectives principalement, qui ont tendance à montrer que la survenue d'un effet secondaire en général toxique, là c'est pas de la myotoxicité, est associée peut-être à une meilleure réponse tumorale et une meilleure survie. Ça a été aussi montré plus spécifiquement dans le cancer du poumon non à petites cellules,
Les patients qui développent de la toxicité ont une survie sans progression qui est augmentée et une survie toute cause confondue augmentée par rapport à la population qui n'a pas d'effet toxique. Et dans ce papier du JAMA qui est relativement récent, qui montre même que plus vous faites de toxicité et meilleur sera votre pronostic de survie sans progression ou toute cause confondue. Donc pour le champ de la toxicité musculaire, ça reste à démontrer, mais je tenais à vous montrer ces données-là. Et puis il y a une question pour conclure qui est importante autour du risque de reprise évolutive de la maladie tumorale au moment où on donne des immunosuppresseurs, des corticoïdes. Donc on a une série de patients qui a été traitée par abatacept et corticoïdes à des doses importantes qu'on va bientôt rapporter, qui sont plutôt rassurantes. Et concernant la corticothérapie, le débat reste ouvert et pas formellement tranché, mais les données qu'on a suggèrent que des fortes doses de corticoïdes au moment et avant l'introduction de l'immunothérapie est associée à un moins bon pronostic oncologique des patients. Mais cette étude, je voulais vous la présenter. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études, mais je la trouve intéressante parce qu'elle montre en tout cas que si vous stratifiez l'indication de la corticothérapie selon la dose de la corticothérapie d'une part, mais surtout si l'indication est palliative ou non palliative, eh bien vous avez une lecture très différente de cette vision de la toxicité de la corticothérapie sur le pronostic oncologique, puisque en fait, souvent, les patients qui ont des fortes doses de corticoïdes à l'instauration de l'immunothérapie, c'est des patients qui ont des masses tumorales importantes et notamment cérébrales. Et finalement, c'est un surrogate marqueur de maladie évoluée. Et que finalement, quand vous avez des doses même importantes de corticoïdes à l'instauration de l'immunothérapie et que l'indication de cette corticothérapie n'est pas palliative, eh bien vous n'avez pas de modification du pronostic oncologique des patients sous corticoïdes. Donc le rôle de la corticothérapie dans le pronostic oncologique n'est pas encore complètement clarifié. Donc voilà, donc l'immunothérapie est clairement une révolution. Le pronostic, on en a parlé, est bulbaire, diaphragmatique et cardiaque. Il impacte une analyse très rigoureuse de ces tropismes au moment de définir la stratégie thérapeutique qui reste encore en cours d'élaboration, avec peut-être des effets prometteurs de l'abatacept et des essais thérapeutiques qui vont débuter encore une fois à Sorbonne Université ces prochaines semaines, et donc une attitude qui doit toujours être discutée de façon collégiale avec notamment des centres experts. Je vous remercie.